Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du jeu Street Masters, belle boîte, qui annonce la couleur du jeu, un beat'em all en jeu de plateau, qui reprend les grands poncifs du genre, les jeux de style combat direct comme Street Fighter, et aussi les jeux de baston un peu à l'ancienne comme Street of Rage et Double Dragon par exemple. Hop. Donc ici, devant la caméra, j'ai fait un setup d'une partie de type arcade. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'arcade. Il y a également un mode de jeu scénario qui permet de faire évoluer ses personnages sur plusieurs scénarios, en récupérant des cartes permettant d'augmenter son deck. Je vais présenter l'aire de jeu et les différents composants. Ensuite, on passera au tour de jeu. Et pour finir, quelques tours. Donc, qu'est-ce que nous avons dans une partie de Street Masters? Le plateau de jeu. Le plateau de jeu représente une arène de combat, en fait, avec des hexagones dessus. Dessus, on va retrouver différents composants selon le matériel qu'on va prendre. On va retrouver les caisses qui sont ici, ne sont pas fournies dans le jeu. Ce sont des caisses qui sont pour des jeux de figurines. Il y a des tokens normalement pour ça. Donc ça, ce sont des caisses qu'on va pouvoir récupérer. Et quand on récupère une de ces caisses, on tire une carte loot. Je vais vous donner un exemple d'une carte loot. Voilà, ici, Energy Drink. On va pouvoir utiliser une carte loot. Ensuite, nous avons quoi? Des jetons de couleur qui ont deux faces, une face active, une face inactive. Ce sont des jetons objectifs qui vont avoir différents rôles en fonction des arènes dans lesquelles on va se battre. Pourquoi? Parce qu'en mode arcade, ce sont les arènes qui pilotent un peu la mécanique des objectifs dans l'arène. Il n'y a pas de carte scénario proprement parler, c'est l'arène qui tient lieu de scénario. Donc il y a, puisqu'on a choisi une arène, une carte, en fait un deck complet pour l'arène en question. Ici, c'est l'empoisonnement du puits. Donc il y a un deck de cartes, qu'il faudra que je mélange d'ailleurs. Une carte unique qui va dire un setup, qui va donner le setup du jeu de l'arène, et les règles de l'arène, les règles de départ. Donc ici, le setup nous a dit qu'on sortait cette carte-là du deck de l'arène, et qu'on le mettait en jeu pour l'arène. Donc, la première carte de l'arène de combat, du stage, je vais appeler le stage et l'arène de combat dans l'explication, ce sera celle-là. Vous voyez que sur cette carte-là, on a des indications, sur une information sur le boss, quel que soit le boss qui arrive, une information qui s'appelle Activate, et une autre Interact. Je reviendrai après sur ces notions de Activate et Interact. Donc celle-là, c'est une carte qui est déjà en jeu pour l'arène, pour le stage. Ensuite, de l'autre côté, nous avons le boss et son deck de combat qui va représenter des events, qui va représenter des équipements pour lui, et qui va représenter également des minions, donc ces hommes de main. Donc les hommes de main, ils sont aussi représentés sous forme de figurines, et il y en a différents types, avec des socles de différentes couleurs, chaque couleur correspondant à une carte qui risque de rentrer en jeu. On peut tomber sur du lourd. Donc comment ça se passe? Un peu à la manière du deck du stage. On a donc le deck, ici c'est la confrérie, The Brotherhood. Le boss c'est Dmitri. Donc il a aussi sur sa carte la notion de Activate, ici, qu'on va voir bientôt. Mais il a également le nombre de points de vie qu'il a. Donc 20, c'est 20 points de vie, mais quand il y a un P derrière, on multiplie par le nombre de joueurs. Donc là, ça veut dire que j'ai 40 points de vie à lui faire pour gagner la partie. En mode arcade, il faut abattre le boss. Le petit dé blanc qui se trouve en dessous,
c'est le nombre de dés de combat qu'il lance. Les dés de combat dans Street Masters vont être différents pour les ennemis et pour les combattants. Donc voilà pour lui. Donc en fait, ici, derrière sa carte de boss, viendront des cartes qui seront tirées ici et qui ne sont pas des minions, et qui viendront s'ajouter dans la partie en fait ennemi. Ici on aura la partie ennemi, ici on aura la partie stage, et ici, séparé en deux, parce que pour l'instant j'ai 2 combattants qui sont ici, pour chaque combattant, on va imaginer une zone de menace. En fait, à chaque fois qu'un des combattants va prendre une carte ici, et qui considère, enfin, pas qu'il considère, et que c'est un minion, donc que c'est un des hommes de main du boss, il le mettra dans sa zone de menace. Sinon, si c'est un event, il est joué, il est résolu et on le défausse. Si c'est un équipement ou une tactique du boss, ça vient à côté. Enfin, nous avons également nos personnages. Donc là, j'en ai pris 2. On peut très bien jouer avec un seul, mais 2, ça permet de varier les plaisirs au niveau des cartes d'action. Donc ici, nous avons Brandon et Clint. Donc sur une carte personnage, je vais prendre les deux, elles ont une petite notion différente. On retrouve des points de vie comme pour le boss, vous voyez qu'on en a quand même beaucoup moins. Ici, c'est un niveau de charge. Pourquoi? Parce que normalement, on va gagner au fur et à mesure du jeu, on risque de gagner. Il y a des cartes pour gagner du pouvoir, et quand on va bloquer des coups, on va gagner du pouvoir. Quand notre nombre de jetons pouvoir atteint ce chiffre ici, on tourne la carte, et on a une version chargée de notre personnage. Donc par exemple pour Brandon, qui a une action ici, avec une attaque avec un seul dé, quand je la retourne, il a une attaque qui était avec 3 dés. Donc évidemment, quand on est chargé, on défausse des tokens qui vont correspondre au pouvoir, on retourne la carte. Une fois qu'on a fait l'action de ce côté-là, quand on était chargé, eh ben, il va pouvoir retourner la carte. Si quand je retourne la carte, j'ai encore des jetons de pouvoir qui me permettent de repasser, je vais retourner de ce côté-là. Donc voilà pour les personnages principaux. Ici, l'indication, c'est que les dégâts par défaut de Brandon sont de type point. Pour Clint, il n'a pas de dégâts par défaut. Donc ce sera des dégâts généraux. Ça veut dire que ça peut être un des 3 types de dégâts au choix, mais non spécifiés. Puisqu'on parle des types de dégâts, on va avoir 3 types de dégâts dans le jeu. On va avoir du coup de poing, de la chope et du coup de pied. Donc ces tokens-là, en fait, ils ne servent pas pour mettre des dégâts ou quoi que ce soit, ils servent de blocage contre les coups. Donc on va pouvoir en gagner, les ennemis vont en avoir aussi, et ça va servir à annuler en fait les coups qu'on prend, qui sont d'un certain type. Donc si par exemple, je prends un coup de poing et j'ai que ce token-là, bah, le coup de poing il passe, donc je vais me prendre un dégât. Si par contre je prends un coup de pied, dans le cas où je suis un des personnages joueurs, et ben je bloque le coup de pied, donc je ne prends pas le dégât, et je le retourne, et ça devient une sorte de power-up, comme dans un jeu vidéo. Et ça va venir augmenter mon niveau de pouvoir, et donc me rapprocher de mon passage au côté chargé de mon personnage. Les ennemis vont également avoir des tokens pour bloquer les coups. Par contre, eux, on les défausse, on ne les retourne pas sur le côté pouvoir. Top. Hop. On va avoir des points de dégâts qu'on pourra mettre sur les personnages et sur les ennemis. Et pour la présentation des composants du jeu, c'est à peu près tout, sauf les dés. Donc les dés, pour les personnages joueurs, donc pour les héros, enfin pas pour les héros, mais pour les combattants, pour les fighters, ils sont appelés fighters dans le jeu à la différence des ennemis. On a ces dés-là. Qu'est-ce qu'ils contiennent comme symbole? On a le symbole de succès,
le symbole de succès plus un bouclier, un symbole de critique, et un symbole de bouclier tout seul. Donc il n'y a pas d'échec sur le dé. C'est pareil pour les ennemis. On a des symboles qui représentent le type de dégâts, mais il n'y a pas de symbole raté. Donc que ce soit nous ou les ennemis, on va jamais avoir un résultat qui dit raté. Par contre, donc pour les ennemis, on a vu, ça indique le type de dégâts. Ce dé-là permet aussi, quand on doit récupérer un type de jeton de blocage aléatoire, on jette un dé pour savoir quel type on récupère. Si je reviens au dé de combat, donc le succès, c'est un coup qui passe, qui peut être bloqué par contre par un jeton de défense. Le bouclier, c'est justement, on gagne un jeton de blocage aléatoire. Donc on jettera le dé pour savoir quel jeton on récupère. Le bouclier tout seul, c'est la même chose. Sauf que c'est que ça, à ce moment-là, on ne touche pas, mais on récupère un jeton de bouclier. Le critique. Le critique, ça fait un succès en plus, et en plus on relance le dé. Et si j'ai encore un critique, je relancerai le dé, et ainsi de suite, et je cumulerai les coups qui passent. Donc c'est une chance sur 6 d'avoir un critique, par contre. Donc si jamais je fais une attaque avec 3 dés rouges, je lance 3 dés. Là par exemple, j'aurais obtenu une touche, 2 touches, un critique ça fait 3 touches, je relance un dé, et une 4e touche. Donc ici sur mes dés, j'ai pas de type de dégâts. Le type de dégâts est indiqué soit par la carte, comme c'est le cas de Brandon, donc son type de dégâts se rapporte à cette attaque-là. S'il utilise une autre carte et qu'il y a un autre symbole, on utilise le symbole de l'autre carte. Mais sinon, pour lui, il utilisera ce genre de dégâts. Clint, on a vu qu'il n'avait pas de type de dégâts, parce que son attaque ici, elle génère des dégâts de type généraux. Ça veut dire que n'importe quel jeton peut bloquer le dégât de Clint. Alors que pour Brandon, pour bloquer ses dégâts à lui, il faut des jetons de type point. Je crois que j'ai fait le tour du matériel, donc on va faire le tour, comment ça se passe au niveau du jeu, le tour de jeu. Alors, le tour de jeu, c'est très simple. Ici, je vais décaler les cartes. J'ai mes cartes de personnages, et en dessous, là, j'ai les cartes de tour de jeu. Ils sont pratiques dans le cadre du jeu, parce qu'au-delà du fait de résumer les différentes phases, ils ont un intérêt pratique. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait, pour un combattant, ce passage-là, je retourne la carte. J'attends que le deuxième joueur ait fait la même chose, je retournerai. À ce moment-là, on fera la phase ennemie et la phase d'arène. Alors, comment ça se passe? Le tour de jeu se décompose. Le tour de jeu va avoir trois phases, enfin 3 tours, ou 3 steps, comme vous voulez. 3 parties, on va dire. 3 parties. La première, c'est celle qu'on voit ici, c'est la partie du combattant. Donc les deux combattants vont jouer. Donc le premier combattant va jouer, le deuxième combattant va jouer, dans n'importe quel ordre. Les joueurs choisissent l'ordre dans lequel ils vont agir. Donc ça pourrait être Brandon d'abord, Clint après, au tour d'après, Clint d'abord, Brandon ensuite, et ainsi de suite. Par contre, c'est un joueur, puis l'autre, puisque j'ai vu qu'un joueur joue, il retourne sa carte, l'autre joueur joue, il retourne la carte. Ensuite, on fait une phase ennemie, une phase arène. Donc la phase du combattant, comment ça se passe? Admettons que ce soit Brandon qui joue. La première phase, la phase de menace, consiste à rafraîchir toutes les cartes qu'on aurait utilisées, qu'on aurait tapées en fait, qu'on décale légèrement pour dire c'est utilisé. On les remet tout droite, et ensuite on pioche une carte ennemie. Cette carte ennemie, on va en prendre une par exemple, va avoir différentes formes. Donc ici on a un exemple d'une carte mignon. Donc on a le nom du mignon, Boris, c'est mignon Boris. Son nombre de points de vie, son nombre de dés d'attaque, donc c'est des blancs comme pour le boss. Et ici c'est pas son type de dégâts, c'est son nombre de jetons de défense quand il arrive en jeu. Donc lui il va arriver avec 2 jetons de défense de type point.
En plus, en dessous sur sa carte, on a des traits spécifiques et l'action Activate. Donc si jamais je prends une carte mignon, et ben je la mets, et que c'était Brandon qui jouait. Je prends la carte, je la mets dans sa zone de menace. Donc la zone de menace, elle va se trouver en fait au-dessus de mes cartes de combattants. Je vais avoir des cartes à poser moi de combattants qui seront en face de mon personnage. L'aire de menace pour Brandon se situera au-dessus. Donc pour les besoins de la vidéo, je fais tout partir, ou puis même quand je joue moi, je fais partir de l'intérieur vers l'extérieur. Normalement, dans la règle du jeu, en fait, on met les cartes le plus à gauche possible, et au fur et à mesure, on les ajoute comme ça. Et quand on aura besoin de les utiliser, de les activer, on les fera de gauche à droite. Moi, pour mon besoin, je mets mes deux personnages au milieu, et je pars comme ça. Voilà. Pareil pour les deux zones au-dessus du plateau. Je vais revenir quand on va faire les tours, les phases en détail. Donc, Boris est arrivé en jeu, je trouve sa figurine, donc on voit qu'il a un fond rouge, donc je prends la figurine rouge qui correspond à ce bonhomme-là, qui va donc être celle-ci. On reconnaît bien Boris ou pas? Où est-ce qu'il arrive sur le plateau? Bah, c'est simple, il arrivera sur un point de spawn le plus près du personnage qui a pris la carte. Donc les points de spawn sur la carte, je ne les ai pas fait voir, mais ce sont des petites flèches qu'on voit ici. Des points d'arrivée en fait. C'est les points d'arrivée de la carte. Donc le plus près de Brandon qui se trouve ici, on a ici le point de départ des joueurs. Hein. Et le point de départ du boss qui se trouve avec ce petit symbole là. Une petite tête de mort. Donc le plus près de ce point-là, a priori c'est celui-là. Donc je vais mettre Boris ici. Je vais placer un jeton, enfin deux même, de type point sur sa carte, pour savoir qu'il peut bloquer 2 coups de type point, ou 2 coups de type de dégâts de type général. Ça c'est fait. Boris ne s'active pas tout de suite, d'accord? Il est seulement placé, il est seulement apparu. Une fois que ça c'est fait, donc c'est la phase de menace qui vient de se terminer, on passe à la phase d'action. Donc la phase d'action, on va avoir 3 étapes différentes, qu'on peut faire dans n'importe quel ordre. Donc on va avoir une étape de déplacement, une étape de carte, où on peut jouer une carte de sa main, et une étape d'action. L'étape de mouvement, bah, ça consiste à déplacer son personnage de 3 hexagones n'importe où du moment qu'on n'est pas bloqué. Donc sur certains stages, il y a des zones qui sont bloquées. Là, visiblement, il n'y en a pas. Donc on peut aller n'importe où. Donc si je veux faire ma phase de déplacement tout de suite, 1, 2, 3, je peux arriver ici. Ou si je veux me rapprocher de Boris, 1, 2, 3, et j'arrive ici. Mais je ne serai pas encore au contact. Par défaut, quand on veut attaquer, il faut être adjacent à un autre combattant, donc à un ennemi, sauf si on a des cartes qui permettent de le faire à distance. Donc ça c'est pour le mouvement. Donc je peux très bien faire le mouvement au début de ma phase d'action, ou à la fin de ma phase d'action, quand j'ai envie. L'autre possibilité, enfin c'est pas une autre, c'est celle qu'on a en plus, c'est de jouer une carte de sa main. Donc au début du jeu, chaque joueur va avoir 4 cartes en main tirées de son deck. Donc on a pour chacun des joueurs, ici j'ai le deck pour Brandon, et ici le deck pour Clint. Donc j'ai pas tiré les cartes de mes personnages. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc Brandon, au début là, du jeu, il a ces cartes-là. Donc sur ces cartes-là, qu'est-ce qu'on a? On a différentes cartes. On a les cartes. Est-ce que j'ai toutes les... Ah non, je ne les ai pas toutes. On a les cartes attaque. J'en ai 3 d'ailleurs. Des cartes tactiques et des cartes ability. Les cartes que l'on peut mettre en jeu dans sa zone de personnage,
ce sont les cartes de type tactique. Donc, dans le card step, dans l'étape où je peux jouer une carte de ma main, c'est bien une carte de ma main, je vais soit prendre une tactique et la mettre dans ma zone. Donc ici, c'est pareil, moi je pars du centre vers l'extérieur, mais normalement c'est plus à gauche. Et je la place ici, sans effet, sauf s'il y a un effet d'arrivée de la carte. Ou je peux très bien jouer une attaque qui soit me permettrait de taper à distance, soit parce que je suis au contact me permet d'utiliser. Est-ce que je peux trouver une carte Ability? Ouais, une carte Ability, c'est pareil, c'est comme une carte un peu attaque, mais qui permet de faire plus de choses. Donc, si je prends ma carte, donc l'exemple de carte attaque, donc ça va se dérouler comme ça à chaque fois, hein, on va avoir, pour les cartes attaque, le type de dégâts que va faire la carte. Donc à ce moment-là, si je joue cette carte-là, c'est plus le symbole qui se trouve sur cette carte que je prends en compte, mais le symbole de la carte que je joue, évidemment. Ensuite, j'ai ce que je dois faire. Là, ici, c'est Exhaust Minion, donc je vais pouvoir taper le mignon. Enfin, le taper. Le fatiguer, on va dire. Ou l'utiliser, je sais pas. Faire une attaque de 2, et voilà, ainsi de suite. Pour Brandon, donc là après ça peut être spécifique à chaque personnage, quand on a un deck par personne, pour Brandon, il a un système de combo. Donc il a un système qui est lié à sa carte par exemple ici, mais il y a d'autres cartes, où je fais une attaque, certes avec un seul dé rouge, par contre après je peux révéler une carte de ma main et effectuer le combo indiqué. Donc le combo est indiqué dans cette partie-là. Et ça, c'est enfin, je n'ai pas vu d'autres. J'ai fait 4 decks de personnages pour l'instant, j'ai pas vu d'autres combos. Donc là, pour le coup, pour l'instant, ce type de combo est unique à Brandon. Peut-être qu'il y a d'autres personnages qui l'ont aussi. Donc voilà pour l'exemple d'une carte de type attaque. Donc là, le combo il est utilisable en gardant la carte dans la main, comme c'est indiqué. Ou sinon, je peux utiliser l'attaque, donc que la partie supérieure, en faisant ce qui est marqué. Une attaque, une fois qu'elle est passée, on défausse la carte. Donc j'ai un exemple de carte comme ça, le Dragontis, où je peux me déplacer de 2 cases et faire une attaque avec 3 dés. Sachant que les 3 dés, si j'ai d'autres cartes en jeu qui me permettent d'avoir des dés supplémentaires, je les aurai. Ici j'ai un combo qui peut se déclencher si je peux faire un combo. Donc ça c'est... Je peux jouer une de mes cartes donc. Et enfin, on a l'action step. Donc l'action step, c'est quoi? C'est que je peux faire une action de sprint. Donc l'action step, c'est une des actions possibles. Hein. Une action de sprint, ça veut dire que même si j'ai déjà fait mon mouvement, ou si je ne l'ai pas encore fait, je peux me déplacer de 3 cases. Donc potentiellement, dans un tour de jeu, je peux me déplacer de 6 cases, en faisant un déplacement et un sprint. Le defend action, c'est que je gagne un jeton de défense aléatoire. Donc je jette un dé blanc, je regarde le symbole et je gagne ce token-là comme token de défense. La card action, donc la différence de la carte que l'on joue de notre main pour les tables de cartes, ici la card action, c'est qu'on résout l'action qui se trouve sur une carte, qui se trouve dans notre aire de jeu. Donc ça veut dire qu'on a placé avant, ici. Donc si j'ai une carte qui se trouve ici avec une action dessus, là j'en ai pas, je vais essayer d'en trouver une. Ces deux cartes-là ont bien une zone action ici. Si jamais j'ai une carte avec une action marquée dessus, je peux l'utiliser. On a celle de personnage de toute façon au début. Donc ça c'est pour la carte action. Et enfin, l'interact action, c'est pareil que l'action, que la carte action. Si jamais il y a un petit truc interact marqué sur une carte, on peut le faire. Alors les cartes interact, c'est pas forcément des cartes qui sont dans notre aire de jeu. Ça peut être une carte qui est dans l'arène ou dans la zone ennemie. Il y a certaines cartes qui ont des propriétés où on peut interagir avec. Donc voilà pour la partie, pour la phase d'action. Une fois qu'on a fait ça, on a la phase de réaction, la phase C. La phase de réaction, ça consiste à prendre tous les ennemis, tous les minions qu'on a dans notre aire de jeu,
enfin dans notre ère de menace plutôt, en partant de la plus ancienne à la plus récente. Donc ici, moi, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Dans le jeu classique, c'est de gauche à droite. Donc, du plus ancien au plus récent, on va activer chacune des cartes. On les active seulement s'ils ne sont pas déjà exhausted, donc fatigués. S'ils sont comme ça, je ne l'active pas. À la place, je la redresse et je passe à la suivante. Si jamais elles sont prêtes pour jouer, je résous la partie activate de la carte. Donc ici, dans le cas de Boris, la partie activate, c'est avancer de 3 cases, de 3 lieux, en fait 3 espaces, 3 hexagones, vers le combattant le plus près, et attaquer. Donc en fait, Boris se déplacera de 1, 2, 3, et s'il est au contact, il fera une attaque en lançant 2 dés. Si je lance 2 dés ici, il fait un dégât de type point, un dégât de type chop. Si Brandon n'a pas de point de défense, bah, de toute façon il prendra les deux, c'est même pas la peine de lancer les dés. Si par contre Brandon a un token comme ça, il pourra le dépenser pour enlever un des 2 dégâts. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc, la phase de réaction, c'est tous les ennemis qui sont liés à mon joueur. D'où l'intérêt de suivre les ennemis spawnés par combattant. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je pioche une carte. La dernière phase pour le combattant, c'est piocher une carte. Donc on pioche une carte de notre deck. Et une fois que c'est fait, on retourne la carte de ce côté-là. Si jamais à ce moment-là, les deux joueurs ont ce côté-là de la carte, on passe à cette phase-là, qui est la phase, le tour ennemi. Le tour ennemi, en quoi il consiste? Eh bien, à faire ce qu'on faisait en fait avec les minions dans notre partie menace, mais à le faire sur les cartes ennemies qui sont placées ici. Donc au tout début du jeu, il y a au minimum une carte ennemie, c'est le boss, qui a, comme vous pouvez le voir, une partie activation. Donc on va prendre chaque carte de la zone ennemie et on va activer dans l'ordre du plus ancien au plus récent. Donc ici ce sera de la gauche vers la droite, en faisant tout ce qui est marqué derrière Activate. Donc Activate ici, si jamais il y a d'autres cartes à côté, on les fera aussi. Une fois que c'est fait, on passe au Stage Turn, donc le stage c'est l'arène. Donc c'est pareil, donc ils disent bien, ici c'est le groupe active, alors qu'ici c'est le pour chaque combattant. Donc on active chaque carte qui se trouve dans l'arène, donc il précise de gauche à droite. Moi je pars d'ici et je vais aller par là-bas. Donc s'il y a des règles ici, il y a sur la partie carte, il y a parfois un activate qui est ici. On résout activate ici. Donc là par exemple ça indique que s'il y a un combattant qui est à 3 hexagones d'un objectif activé, on prend un dégât direct. Un dégât direct, c'est un dégât qui ne peut pas être bloqué. Dans le jeu, il y a la notion de dégâts directs, en plus des dégâts généraux qui sont n'importe quel type d'attaque, les dégâts directs ne peuvent pas être bloqués. Sauf si on a une carte qui permet de dire que les dégâts directs sont des dégâts généraux. Donc là, c'est un exemple où j'active, si jamais je regarde pour chacun de mes combattants, si on est près d'un objectif activé, en position activée, on prend un point de dégâts. Alors pourquoi dans ce scénario? Parce que ici c'est un scénario avec du poison, et donc les objectifs qui sont inactifs au départ, je pense qu'ils vont être activés par le boss, ou par d'autres personnages, et une fois qu'ils sont actifs, 3 cases autour, ça devient un peu moins bien. Une fois qu'on a fait l'activation des ennemis, donc on passe à l'arène, ah oui, c'est ce que je faisais d'ailleurs, donc on a fait la première carte, on regarde la carte suivante, est-ce qu'il y a une partie activate? Oui, il y a une partie activate, on la résout aussi. Donc ici par exemple, c'est que le boss se déplace de 3 hexagones vers l'objectif inactif le plus proche. Donc c'est le boss qui va passer son temps à aller activer les objectifs. Et c'est indiqué que s'il n'y a pas d'objectif dans le lieu où se trouve le boss après son déplacement, on pioche une stage card. Ça veut dire que ça va créer des événements supplémentaires. Il y a sur cette carte de stage une portion interaction
ça veut dire que potentiellement, on peut utiliser cette interaction si on se trouve dans les bonnes conditions. Donc là, par exemple, c'est marqué que si jamais on se trouve, donc un combattant se trouve sur le lieu d'un objectif activé, en faisant l'action d'interact, ça me prend une de mes actions, je peux le retourner sur sa phase inactive et rendre le lieu un peu plus sain. Donc, je continue pour l'activation. On fait tous les activates des cartes qui se trouvent ici. Une fois que c'est fait, on pioche une carte d'arène, de stage. Même s'il y a déjà une carte qui a été piochée avant. Ça suit son cours. C'est-à-dire qu'ici, on a bien l'activation phase et la draw phase, donc la phase de pioche. End phase, c'est très simple. Les deux joueurs retournent leur carte et on commence un nouveau tour. Donc vous voyez, c'est plutôt simple au niveau du jeu. Et le truc intéressant, c'est que c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va faire le changement du jeu, ça va être l'arène de combat, le boss contre qui on va jouer et son équipe, et les combattants. Parce que les combattants sont assez différents dans leur fonctionnement. Pour en avoir joué 4 différents pour l'instant, c'est vraiment différent. Ils ont un feeling très différent. Que ce soit au niveau de la charge parfois, ou au niveau des... Là ici, Brandon, il a le coup des combos. Clint, il a de l'attaque à distance, un peu plus que les autres. Donc ça rend le jeu vraiment, vraiment rejouable, vraiment varié. Et j'ai hâte de voir d'ailleurs ce que ça va donner pour les scénarios. Je vais faire quelques tours de jeu, pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans le détail. Une chose que je n'ai pas dit, c'est que quand on élimine un minion comme ça, donc si jamais j'élimine Boris, je vais piocher une carte de loot aussi, de la même manière que pour les caisses. Pour les caisses, on ne dépense pas d'action, il suffit de rentrer sur l'hexagone où il y a une caisse, on défausse la caisse et on pioche une carte de loot. Donc lui est apparu ici. Je vais je vais continuer le tour de Brandon. Pour rappel, parce qu'on peut se dire, ok, on va tuer le boss et ça sera terminé, mais ça peut être très long. Alors le jeu peut être très long, je pense. Ici, il a 40 points de vie. J'ai 40 points de vie à faire sur Dimitri. C'est pas donné quand même. Alors ici, il y a des règles de l'arène. Donc les règles de l'arène, dans notre cas, c'est que quand on active le boss, il n'ira pas plus loin que le plus près des objectifs inactifs. C'est-à-dire qu'en fait, s'il a des cartes qui le déplacent, parce qu'évidemment on peut mettre n'importe quel boss dans le cadre de cette arène-là, si jamais il venait à se déplacer plus loin à cause d'une carte, il n'irait pas plus loin que 3 cases, d'un objectif inactif, évidemment, parce que c'est pour pouvoir activer les objectifs. Sauf si c'est une action qui lui dit de se retirer. On a une action de retraite qui existe, qui peut être liée à une attaque d'un combattant. Si jamais il doit faire une retraite, il va aller plus loin que cette limite-là. Et en plus, c'est indiqué sur la carte que si ça l'empêche d'attaquer, donc en fait cette limite peut l'empêcher d'attaquer parce qu'il ne doit pas aller trop loin d'un objectif inactif, à ce moment-là, il ne fera pas son attaque, on respectera bien cette règle, mais il gagnera 2 tokens de défense aléatoires. Donc ça, il faut se méfier, les boss, souvent dans le jeu, vont avoir des cartes et des choses qui vont faire qu'ils vont gagner beaucoup de tokens de défense. Et ils vont devenir de plus en plus durs à combattre. Et l'activation, on l'a vu tout à l'heure. Donc du coup, puisque j'ai joué Brandon, j'ai fait sa phase de menace, on a Boris qui est arrivé. Pour info, le petit Boris qui est ici, il a une spécialité, c'est que quand on a un combattant qui est adjacent à lui, on ne peut pas se déplacer, sauf si on défausse un token de défense de type shop. Donc un comme ça. Donc si on se retrouve à côté de lui et qu'on n'a pas réussi à le foutre en l'air, on ne pourra pas bouger si on n'a pas de jeton comme ça. On ne pourra pas bouger, s'éloigner de lui. Et en plus, le jeton qu'on enlèvera, il faudra le mettre sur sa carte à lui. Donc ça va lui donner une défense en plus.
C'est une manière de simuler le fait qu'il vous attrape et qu'il vous empêche de bouger. Dans sa partie activation, on y reviendra après. Donc Brandon. Qu'est-ce qu'il va faire? On va aller chercher du loot et se rapprocher des mignons. Ce qu'il faut éviter dans le jeu, c'est évidemment qu'il y ait trop de mignons en jeu, ce qui peut devenir très difficile, sachant que l'objectif c'est comme de battre le boss. Et le boss, si on peut l'empêcher de devenir trop puissant rapidement, ça peut être très bien. Même si en attendant, il faut qu'on puisse augmenter en compétences. Je vais garder ma grosse attaque. Je vais ajouter cette tactique-là. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais le card step qui consiste à jouer une carte de sa main. Et là, en l'occurrence, je vais jouer une carte de ma main et la mettre dans ma zone de jeu du combattant. Donc le Viper Stance, la posture de la vipère. C'est beau ça. À quoi sert cette carte? Ici, on va avoir une partie sur ma carte, une partie exhaust et une partie combo. Donc la partie combo, potentiellement, je pourrais utiliser avec mon action d'attaque. Je ne peux pas le faire pour l'instant, j'ai personne à attaquer. La partie exhaust, ça veut dire qu'une fois qu'elle sera dans mon aire de jeu, je pourrais la taper, ou dire qu'elle est exhaust, et faire ce qu'il y a derrière. Donc ici, c'est marqué que avant que les dés soient jetés, moi ou un fighter, un combattant qui est à côté de moi, peut gagner un dé de plus pendant une attaque. Donc ça c'est quand même pas mal. Donc je la mets dans mon aire de jeu, c'est une tactique, elle se trouve ici. Donc des cartes tactiques, on peut en avoir plusieurs. Il y a aussi des effets de boss qui vont nous supprimer des cartes tactiques ou qui vont nous demander de défausser une tactique pour supprimer une carte du boss. Ça peut arriver. Donc là j'ai fait mon card step. Ensuite je vais faire mon déplacement. Donc lui Boris il va se déplacer 1, 2, 3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Là, je vais faire 1, 2, 3. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller voir Boris? Moi, j'ai des cartes pour le taper, donc ça peut être bien quand même. Et surtout, j'ai une carte comme le Nunchaku Grab qui me permet de faire un exhaust d'un minion. Donc ça pourra me servir. J'ai fait 3. J'ai fait 3. Et ensuite, il faut que je fasse une... Ça me sert à rien de faire 3 ici, par contre. Non. Donc je vais faire ajouter ici. 1, 2, 3. Allez hop, on se met ici. 1, 2, 3, il pourra quand même venir m'attaquer. Donc on va se mettre ici. Là, il pourra plus. 1, 2, 3. Voilà, on va se mettre ici, pour pas prendre de coups dès qu'il va s'activer. Donc j'ai fait mon déplacement, il me reste à faire l'action. L'action, je le sois entre le sprint, donc refaire 3 de mouvement. L'action de défense pour récupérer un token de défense. La carte action, je pourrais faire une attaque, mais j'en ai pas. Et l'interact, j'en ai pas encore à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un jeton de défense. Je lance un dé. Et je récupère un jeton de défense de type shop. Et ça c'est pas mal, parce que si Boris vient m'embêter, je pourrais me débarrasser de lui, ou je pourrais un peu bouger quand même. Donc je mets mon jeton sur ma carte personnage. J'ai fait les différentes parties de mon action, ma phase d'action. Maintenant il y a la react phase. La phase de réaction, donc si le seul que j'ai dans ma zone de menace, c'est Boris. Donc je fais sa partie activate. Il avance de 3 vers le combattant le plus proche, ça va être Brandon, donc il fait 1, 2, 3, il est ici. Et il attaque, donc il ne peut pas attaquer parce qu'il n'est pas au contact, il n'est pas adjacent à mon combattant. Et la carte n'indique pas qu'il peut attaquer à distance. Donc à faire attention à Boris, c'est que s'il est déjà au contact avant de faire son attaque, il ne se déplace pas et il a plus 1 à sa valeur d'attaque. Donc au lieu de lancer 2 dés, comme c'est indiqué sur sa carte, il en lancerait 3. Donc il a joué, Boris, il s'est déplacé vers moi. J'ai plus de cartes dans ma zone de menace,
Donc, je passe à l'étape suivante qui est piocher une carte. Donc je pioche une carte. Qu'est-ce que je récupère? Une autre carte tactique qui permet de exhauster la carte quand je prends des dégâts. Donc là, je vais pouvoir le faire en réaction des dégâts que je prends. Donc ça vient dans ma main de carte. Et enfin, je retourne ma carte de ce côté-là. Donc je passe ensuite, puisque Clint n'a pas encore joué, on passe à Clint. Je vais faire un peu plus rapide. Clint, première chose qu'il fait, il pioche une carte ennemie. C'est encore un mignon, cette fois-ci c'est Anastasia. Donc qu'est-ce qu'elle fait Anastasia? Elle a 4 points de vie, c'est pas trop. Un seul dé d'attaque, c'est pas beaucoup non plus. Un jeton de défense de type coup de pied et un de type chope. Donc on va les prendre tout de suite. Et on peut regarder sa phase d'activation, ce qu'elle va faire en activation. Donc en activation, si elle n'est pas engagée avec quelqu'un, donc si elle n'est pas au contact, elle fera un dégât direct au combattant le plus près, qui est dans un compris entre 1 et 6 hexagones. Donc elle a un flingue. Hein. Et on va prendre sa figurine en bleu. Vous voyez que là, elle a le tour bleu. Hein. On avait vu Boris alors c'était un tour rouge. Donc tour bleu, un petit tour bleu pour la figurine. Et voilà Anastasia. Donc puisque c'est Clint qui l'a activé, et que j'ai pas... Ici, il y a un truc de... Ah oui, j'ai pas vu tout à l'heure, j'ai appelé de faire ça en fait. Il y avait un spawn ici aussi. Donc le point le plus près de Clint, c'est ce point-là. Donc elle arrive ici, en jeu. Et je mets la carte dans la partie de menace de Clint, avec ses 2 tokens de défense qu'elle a. Donc j'ai pas terminé de lire le... Si jamais elle est engagée au début de son activation, elle fait une attaque et elle fait une retraite de 3 cases. Une retraite, c'est qu'elle va en direction opposée du combattant qu'elle a attaqué pour se dégager. Son but à elle, c'est d'attaquer à distance. Voilà qui est fait. Maintenant, Clint, il peut jouer. Clint, qu'est-ce qu'on a comme carte chez lui? J'ai 2 cartes tactiques, une carte habilité et une attaque. Donc là, Clint, c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas forcément très loin d'Anastasia, qui n'a pas beaucoup de points de vie, et avec peu d'attaque, on peut peut-être faire quelque chose. Sachant que je peux, si j'ai une carte d'attaque, je peux faire cette attaque-là, et ensuite, pour l'action, dans ma phase d'action, je peux utiliser l'action qui se trouve ici. Puisque ça serait jouer une carte de ma main, et là, ici, ce serait faire l'action d'une carte en jeu. Donc j'ai un chip shot qui me permet de faire une attaque avec 2 dés, et si jamais il y a encore des tokens de défense à la fin, j'inflige un dégât direct. Donc ça c'est pas mal, vu qu'elle n'a pas beaucoup de points de vie, ça peut être bien. Je rappelle que l'attaque de Clint, elle fait des dégâts à distance. Hein. Clint peut attaquer jusqu'à 3 de distance. Mais il fait des dégâts type généraux, donc ils sont forcés. Si jamais l'ennemi, le mignon a des. Enfin, que ce soit le boss ou un mignon, s'il a des tokens de défense, des pions de défense, eh bien il va les protéger. Puisque là, il n'y a pas de type particulier, donc il peut utiliser n'importe lequel. Alors par contre, oui, l'attaque de Clint, elle est sympa aussi parce qu'il peut placer des jetons sur des cartes tactiques qui sont à côté. En fait, c'est un fonctionnement spécifique à Clint, où il a des cartes, comme celle-là, qui au début de son tour, quand elles sont posées, hein, c'est des cartes tactiques, marqué ici tactique, si elles sont posées dans mon aire de jeu, là elles ont un effet au début de mon tour, qui me permet d'avoir des jetons dessus, et elles ont un parti exhaust qui utilise les jetons posés dessus. Et l'attaque principale de Clint permet de mettre des jetons sur les cartes tactiques posées dans l'aire de jeu. Donc vous voyez que tous les decks ont une mécanique, en plus d'une mécanique générale qui concerne tout le jeu, une mécanique propre au personnage. Donc là, qu'est-ce que je peux faire?
Bah avant de faire quoi que ce soit, je vais peut-être aider Brandon en tapant Boris aussi. Donc là j'ai une carte sympa, hein, qui est une habilité. Donc ça se joue et ça se défausse. Je peux faire un dégât direct sur 6 ennemis différents, qui sont à une distance de 1 à 4 de mon personnage. Donc sur des ennemis qui ont... c'est pas mal. Bon là ils sont que 2, alors c'est peut-être pas intéressant tout de suite, mais ça peut être bien sympathique. Je vais faire ça. Je vais mettre une carte tactique en jeu ou pas? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon action qui se trouve ici. Donc je commence par mon action. Je ne me déplace pas, je vais commencer par mon action parce que je suis à 3 de distance de Anastasia. Donc je fais cette action, qui est l'action de mon personnage. Donc je fais attaque avec 2 dés. Sur un ennemi qui est au moins à 3 de distance. Donc est-ce que c'est bien de faire ça? Ouais, je vais le faire. Donc je lance mes 2 dés. Je vais faire revenir ici les dés. Oui. Donc là, ici, j'ai un bouclier. Donc ça veut dire que je lance un dé pour savoir quel jeton je récupère. Donc c'est une chope. Je le mets sur Clint. Et un succès. Donc ça fait un dégât. Mais les dégâts de Clint pour cette attaque-là, c'est les dégâts type généraux. Donc ça veut dire qu'elle peut défausser un de ces 2 tokens pour se protéger. Donc elle défausse la chope. Il en reste un, et du coup elle prend 0 dégâts. Je peux pas mettre de token parce que j'ai pas de carte tactique à côté. Donc ce que je vais faire, c'est au cas où ça se passerait moyennement bien, je vais utiliser cette attaque-là. Donc la première action, c'était une action d'une de mes cartes. Ici, c'est une carte de ma main que je joue. Donc je joue cette carte d'attaque. Elle vient pas dans mon aire de jeu, hein, elle va être défaussée juste après, qui me permet de lancer 2 dés d'attaque. Et si jamais il y aurait ces défense tokens à la fin, donc que j'ai pas fait de... Mais il ne restera pas à la fin en fait. Ouais. Pas grave. Parce que je fais des dégâts de type généraux. Donc... Ah non, je fais un dégât de type point. Ah oui, mais non, mais je peux pas faire ça. Il faut que je sois au contact pour le faire, cette carte-là. Donc je fais mon déplacement en fait, d'abord. 1, 2. Et maintenant je vais pouvoir jouer celle-là. Parce qu'il faut que je sois au contact pour jouer cette attaque-là. Donc je lance mes 2 dés. Et c'est des dégâts de type point cette fois-ci. Hein. C'est pas les dégâts généraux de Clint. On n'a pas fait beaucoup mieux que le premier essai. C'est un dégât et un jeté et un token de défense qu'on récupère. Cette fois-ci c'est un coup de pied. Donc par contre vu que le dégât c'est un type point que je fais, il passe directement parce qu'elle ne peut pas se protéger avec celui-là, qui est de type coup de pied. Donc ici je mets un dégât. Enfin on lui fait un dégât. Et sur la carte, c'est marqué que s'il lui reste, après cette attaque, s'il reste n'importe quel nombre de tokens de défense, je lui fais un dégât direct. Ça veut dire qu'elle reprend un dégât tout de suite. Et ma carte attaque, elle est défaussée. Donc là, j'ai bien fait le mouvement, j'ai joué une carte de ma main et j'ai fait une action. On passe à la phase de réaction. La phase de réaction, c'est donc Anastasia pour Clint. Donc Anastasia, elle est engagée, puisque je suis au contact avec elle. Donc ça veut dire que si elle est engagée, je fais la partie de la carte qui se trouve à la fin. Si engagée, elle m'attaque, donc avec son dé de combat. Il y a un intérêt à aller coller Anastasia, de toute façon, pour tout, elle est meilleure à distance. Donc elle a fait une attaque, et ensuite elle recule de 3 cases. Donc une attaque, un dé. Elle fait une chope. Alors une chope, Clint, il a un token de défense de type chope, donc il l'utilise, il ne prend pas de dégâts, et il a maintenant un petit token de type pouvoir sur sa carte.
Si jamais il atteint 5 jetons de pouvoir, on retournera la carte sur son côté chargé. Donc ça sert quand même dans ces dés-là, dans les attaques, de récupérer des tokens de défense pour se protéger et en plus augmenter sa charge. Une fois qu'elle a fait son attaque, elle recule de 3, donc on va faire 1, 2... Alors là, elle peut pas y aller parce qu'il y a une caisse au cachier, voilà ici de toute façon. Elle récupère pas la caisse, c'est tout. Et elle m'empêchera de la prendre. Donc Clint a joué, Anastasia, la phase de réaction de Clint est terminée, donc je pioche une carte. Il est tard. Et le tour de Clint est terminé. Donc je retourne sa carte de ce côté-là. Maintenant, mes deux combattants ont les cartes retournées. On va donc faire la phase ennemie. Donc la phase ennemie au tout début du jeu, c'est pour ça que c'est pratique de présenter le début du jeu, il n'y a qu'une carte, puisqu'il n'y a que la... Enfin, il y a une carte. Il n'y en a qu'une parce que chaque joueur a pioché une carte de type mignon. On aurait très bien pu piocher des cartes de type matériel, enfin équipement ou autre, ou tactique, qui seraient ajoutées ici. Donc là, pour l'instant, on a eu de la chance, on va dire. Il n'y a que Dmitri qui est là, et on va faire sa partie activation. Donc il gagne 2 tokens de défense aléatoires. Donc je jette 2 dés, et je lui fais gagner. Résultat, un grab, enfin une chope et un coup de poing. Qui vont venir sur sa carte. Ensuite, il attaque chaque combattant qui est engagé avec lui, donc c'est pas le cas. Ensuite, chaque cible de cette attaque doit défausser un token de défense de type grapple, donc de type shop. Et si un des deux combattants ne peut pas, il se retire il bat en retraite de 2 cases. Donc là, la phase d'activation, il a pris ses tokens, ça s'arrête là. Vous voyez qu'en fait, c'est les cartes d'activation ennemies, c'est pas forcément elles qui vont faire bouger le boss. Et une bonne raison, c'est qu'en fait, le déplacement du boss, il est surtout piloté par les cartes qui concernent le stage, l'arène, puisque les objectifs sont liés à l'arène. Et que forcément, le boss, nous, on doit le combattre, mais lui, il a ses objectifs qui sont liés à l'arène. Donc la phase d'activation ennemie est terminée, il n'y a pas d'autres cartes. On passe donc au stage turn, qui va demander de résoudre les cartes qui sont ici. Donc la première, c'est celle qui se trouve sur les règles de l'arène de combat. Chaque combattant qui est à 3, bon, il n'y a pas d'objectif activé. On l'a vu tout à l'heure, j'ai expliqué si jamais il y avait un jeton objectif activé, les combattants qui sont dans un périmètre de 3 cases prendraient un dégât direct. C'est pas le cas, donc ça, on peut l'ignorer. Le Vandal Poison Vat, c'est quoi ? Le boss se déplace, donc voilà. Ici, le boss, par contre, va se déplacer. Donc c'est aussi, on rappelle aussi dessus, c'est que quand un boss rentre sur une zone, une case où il y a un objectif inactif, il tourne l'objectif sur sa phase active. Donc là, l'activation de cette carte-là, le boss se déplace de 3 cases en direction de l'objectif inactif le plus proche. Donc le plus proche, on va dire que c'est celui-là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il se déplace de 3, par là, 1, 2, 3. Mais il n'atteint pas encore l'objectif. Mais au prochain tour, forcément, il va y aller. Donc ça, c'est fait. En fait, cette carte-là, elle représente... C'est souvent le cas dans toutes les arènes, il y a toujours une carte qui représente les objectifs. Ça, c'est vraiment une carte objectif. Et après, elle est là pour tous les objectifs qui sont en jeu. Ça, c'est fait. Une fois qu'on a fini d'activer les cartes du stage, on pioche une nouvelle carte. Donc là, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Un event. Faithful Underlines. Donc il y a marqué quoi? Que chaque minion qui n'est pas engagé, ce qui est le cas de nos 2 minions en jeu, se déplace de 3 cases vers un objectif inactif, le plus proche.
Et donc, oula, ah oui, 1, 2, 3. Elle, c'est pareil, elle se déplace de 1, 2, 3. Ouh. Et ensuite, ça nous dit que on retourne les objectifs avec un ennemi sur leur place. Donc du coup, là, ils m'ont activé deux objectifs. Et la carte ensuite, elle est défaussée. C'est une carte event. Ce qui se passe, c'est qu'en activant les objectifs, en activant alors donc non, en fait les dégâts qu'on subit quand on est près d'un des objectifs, c'est uniquement dans la phase de stage, elle est déjà passée, donc quand il y a l'activate. C'est pas en permanence. Donc ça c'est bien déjà. On ne subit pas les dégâts tout de suite. Par contre, on a déjà quand même 2 objectifs de retourner. C'est aussi marqué sur l'arène que s'il y a 5 objectifs qui sont actifs en même temps, les combattants ont perdu. Donc là, on est à 2 sur 5 qui sont activés. Vous voyez que ça peut aller super vite. Et donc, il va forcément passer des actions aussi à les désactiver. Donc, on a terminé la partie de l'arène. Qu'est-ce qui se passe après? On remet nos cartes comme ça, et on va démarrer un nouveau tour de jeu. Donc, pour cette vidéo, ça va se terminer comme ça. Donc, je pense que vous avez vu la mécanique du jeu. Je vais continuer la partie en vidéo, peut-être ou pas, je vais voir. Je vais laisser la vidéo d'explication comme ça, voir s'il y a des retours dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, ce jeu est vraiment très bon. Il est très bon, que ce soit au niveau artistique. Il est très bon dans son gameplay. La façon de jouer... Là, je ne connaissais pas cette arène de combat. Hein. J'en ai fait 2 différentes avant. Et voilà. Les objectifs, la façon de gérer les objectifs, c'est à chaque fois différent. C'est toujours un peu une mécanique de déplacement du boss ou des ennemis. Parfois, les objectifs donnent des bonus quand le boss les ramasse. S'il en ramasse un certain nombre, il gagne la partie. Les bonus, ils peuvent être aussi pour les combattants si eux-mêmes ramassent des objectifs. Enfin bref, c'est très varié. En termes moi j'ai toutes les extensions, alors ce sera difficile de dire dans la boîte de base combien il y a d'objectifs, combien il y a d'arènes. Mais je crois qu'il y a quand même 4 arènes, enfin 8 arènes dans la boîte de base. Ou 4. Parce que c'est des plateaux recto-verso, donc à chaque fois ça donne lieu à un deck de cartes pour chaque côté du plateau. Bref, un jeu sur lequel je m'amuse beaucoup en ce moment. Depuis que je l'ai reçu, j'ai joué qu'à celui-là d'ailleurs. J'ai pas encore gagné, parce que faire les 40 points de dégâts sur Dimitri, c'est vraiment pas facile. Alors par contre, le petit bémol, peut-être, enfin je vois avec d'autres joueurs, on va voir combien de temps ça dure. J'ai bientôt une journée gros joueurs aux ADR, aux Aventuriers du Rhône. Voir combien de temps vraiment durer une partie, parce que ça peut être comme très long. D'arriver, alors ça peut être rapide de perdre, mais ça peut être long de gagner quand même. Parce qu'il faut quand même s'activer à plusieurs joueurs, je pense, pour vraiment descendre les points. Parce que si jamais on laisse prendre trop de tokens de défense, forcément les attaques suivantes vont lui faire moins de dégâts. Donc il faut absolument se concerter pour faire des attaques au moment où il n'a plus de défense quasiment. Donc au moment où on aura quand même commencé à le taper un peu, pour lui enlever des tokens de défense et réussir à lui faire des dégâts. Tout en évidemment combattant les autres minions et en faisant gaffe aux objectifs, puisque là vous voyez une carte événement de l'arène de combat du stage fait que 2 objectifs étaient révélés et c'est même pas le boss qui l'a fait. Le boss il est encore à côté de son objectif pour l'instant. Donc sachant qu'au prochain tour, forcément, il va aller dessus et il va l'activer celui-là. Donc voilà, c'était Street Masters. Alors la boîte qui est vraiment superbe. J'ai 2 autres boîtes d'extension et une boîte de stretch goal. Toutes magnifiques. Toutes les illustrations sont vraiment super sympas sur les cartes. Je vais faire voir les cartes une petite dernière fois là, pour la fin de la vidéo. Donc vous voyez ce genre d'illustration bien sympathique.
c'est super clair, c'est lisible, j'ai vraiment pas de soucis sur le... Parfois, on se pose des questions sur les cartes parce qu'on se pose trop de questions quand on est joueur. Et en fait, on lit simplement la carte et voilà, on fait ce qu'il y a dessus. Une petite information, parfois il y a le symbole comme ça dessus. C'est que la carte, elle est unique. Ça veut dire que je peux pas en avoir deux en jeu en même temps. C'est le cas pour les cartes tactiques. Donc si je la pose, je peux pas en avoir une autre avec le même nom dans mon aire de jeu. Et voilà pour Street Master. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie. Ce jeu est vraiment super. À une prochaine. Ciao, ciao.